Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous suivons aujourd'hui, toujours avec un très grand intérêt, n'est-ce pas, l'aventure de Nguyen Philippe, qui s'appelait pas Philippe à l'époque, hein. N'oubliez pas, il s'appelait, on va l'appeler Philippe, pour la simplification. Je travaille en même temps, voilà. Et je vérifie si tout est bien passé dans le système parce qu'apparemment, il n'y a rien qui passe. C'est très étrange. À moins que j'ai perdu un truc ou j'ai pas pigé un truc. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Très, très étrange. Alors, aujourd'hui, suivons-le dans une... en plein cagnard, sur le coup de midi. Il accoste son bateau. Il dit à ses marins qu'il doit aller rendre visite à sa tante qui habite pas loin. Il accoste, il descend, il a un sac rempli de fruits et de légumes pour elle. En fait, il y a pas de tante qui habitait dans ce coin, c'est juste lui avec son bagage. Il transporte des pamplemousses et des fruits. Des fruits qu'il a ramenés de l'autre côté de la mer pour sa tante. Et à l'intérieur, il y a deux boussoles. Deux boussoles qu'il a réussi à négocier à prix d'or auprès d'une femme qui a vu son mari partir dans les camps de concentration parce que le mari a été capitaine de combat dans l'armée américaine. Donc il est parti se faire redresser par les autorités locales, nationales, dans un camp de concentration. Elle sait qu'il ne reviendra pas. Dans camp de concentration, pardon, camp de rééducation. Mais c'est pareil. C'est sensiblement le même traitement. Donc il a réussi, mais la veuve, on va dire veuve, parce qu'elle sera veuve de toute façon, le mari ne reviendra pas. La veuve lui a confié deux boussoles que le mari a réussi à cacher dans la maison, à enterrer très profondément sous leur lit. Donc elle a demandé à tirer le lit, à décreuser le trou, à récupérer deux boussoles. Elle les revend à un autre jeune homme à prix d'or. Vraiment à prix d'or, hein. Quand je vous dis à prix d'or, c'est prix d'or. Parce que lui, il est venu avec de l'or. Il est venu avec 10 taels ou 15 taels d'or. Vous savez, les feuilles fines d'or. L'or que les Chinois ont. De l'or. Que les Chinois amassent et qui partent en masse vers la mer. Et qui a vidé, du coup, le Vietnam. Parce qu'il s'est dit, non, on va pas laisser tout l'or au gouvernement local, on va tout emmener avec nous. C'est les mêmes feuilles d'or, les mêmes valeurs. Le dollar était axé sur l'or aussi, à une époque. Donc c'est des feuilles d'or, des tailles d'or. 10 ou 15 feuilles, je ne sais plus. Il a négocié deux boussoles, une grande et une petite, parce qu'il sait que ces boussoles vont le servir en haute mer, parce qu'il sait que ça va lui indiquer le chemin vers la liberté. Donc il les a achetées à prix d'or. Il a payé la veuve l'or qu'il faut, l'or qu'elle demande, parce qu'elle veut s'échapper du pays et il faut qu'elle paye le passeur. Il y a un passeur à payer. Donc notre jeune homme a réussi à accumuler assez d'or pour acheter des boussoles, deux boussoles, une grande et une petite, qu'il va enterrer profondément dans le sol sur une grève, au fin fond du sable, sur une grève quelque part, que lui seul connaît. Le jour fatidique, il va revenir, il va déterrer ça, il va l'embarquer sur son bateau, il va partir avec. Ça, ce sera après. Donc, nous sommes dans les années 80. J'avais à peine, je ne sais pas, 6-7 ans, peut-être 8 ans, mais c'est pas la première fois qu'il prépare sa fuite. Les autorités locales le surveillent de très près parce qu'ils savent que les capitaines de bateaux comme lui, avec beaucoup d'expérience qui naviguent en mer, savent qu'un jour ou l'autre, ceux-là prendront le large. Et donc du coup voilà,
Du coup, il sait que ça va se faire. Il sait que ça va se faire et les autorités locales aussi savent que ça va se faire. Un jour ou l'autre, mais ils ne savent pas quand. Et ils le surveillent de très près. Il a préparé sa fuite durant 5 ou 6 ans. C'est pas sur une petite période. Durant 5 à 6 ans. Depuis qu'il s'est établi sur les rives du Mékong, il a déjà préparé sa fuite. Il a déjà essayé de s'enfuir une fois avec sa famille. Euh, et à chaque fois, c'était arrêté parce qu'il n'arrivait pas à obtenir vous savez, les fameuses laissez-passer pour laisser partir un bateau en mer. Il fallait un passe, comme le passe Navigo. Vous vous souvenez encore de la période du grand Covid où vous avez tous dû remplir une feuille certifiée, auto-certifiée par vous-même, comme quoi eh ben, vous allez à tel endroit, à tel kilomètre, à telle distance de chez vous. Et ben là c'est pareil, c'est des feuilles qu'ils remplissent, qui font tamponner les Vietnamiens à l'époque s'ils doivent se déplacer d'une région à l'autre, comme mon papa qui doit se déplacer en haute mer, donc il change de région, bah, il doit faire tamponner à chaque sortie, à chaque entrée de port. Pareil quand ma mère doit se rendre chez sa mère, qui est à 2 villes de là, donc à une demi-journée de transport en bus ou en car. Elle doit marquer le nombre de passagers qu'elle emporte avec elle, le nombre de bagages, ce qu'elle emmène. Elle doit déclarer et elle doit partir pour combien de jours. Voilà, c'est à laisser passer qu'elle fait tamponner par les sociétés locales, les autorités locales. Là, c'est pareil, il faut donner le motif, pourquoi tu sors, pourquoi tu rentres, pourquoi tu vas où. Et en général, bon, bah, ça passe assez bien parce que nous avons de la famille partout, donc on va tantôt chez une des tantes, tantôt chez une autre, pour les anniversaires, pour les mariages, pas pour les anniversaires, parce que l'anniversaire, bon, c'est un produit de luxe, on ne va pas aux anniversaires, mais on va aux anniversaires de mort, on commémore nos morts. Donc chaque année, ils savent que ma mère doit se rendre chez sa mère. Soit c'est chez sa mère, soit chez son beau-père. Bah, il y a beaucoup d'anniversaires de mort à fêter, hein, après une guerre, hein. C'est normal. Mais il faut demander l'autorisation de sortie. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Donc du coup, notre jeune homme sait qu'il doit avoir autorisation de sortie pour pouvoir aller en pleine mer. Ça, il sait. Ça, il sait. Il sait pertinemment que voilà, c'est comme ça. Et oui, et oui. C'est très étrange, je trouve plus rien là. C'est très très étrange. Je suis désolée, mais je trouve rien en date de 2025. C'est très étrange. Il n'y a rien qui y passait. Ouais, mes amis, je crois que j'ai perdu un truc là. Oh, je vais écouter tout ça. Et oui, donc oui, c'est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu encore? Il y avait eu un jour où ma mère était rentrée du... Ben, je vous raconte des petites anecdotes avant la fuite, hein. Il y avait eu un jour, donc l'achat du boussole s'est fait. Il y a eu un jour où ma mère est rentrée de la maison après une journée de vente de légumes et de fruits au marché. Elle était rentrée les mains vides. J'ai dit, mais où tes affaires? Elle fait confisquer. Elle fait, quoi confisquer? Comment ça confisquer? Eh ben confisquer parce que figure-toi ma fille que j'ai acheté 3 kilos de riz et ils m'ont arrêté en plein cours de route parce que j'ai pas demandé d'autorisation d'acheter du riz et j'ai pas à trimballer du riz. J'ai quoi 3 kilos, mais ils savent au moins que tu as 4 enfants en charge. Elle fait oui, oui, ils s'en fichent. Donc du coup, voilà, on n'a pas de riz. Heureusement qu'on a encore un peu de stock à la maison.
Donc voilà, des petits anecdotes comme ça. Des petites choses comme ça, vous savez, c'est rigolo. J'ai dit que quoi. Bah moi, voilà, ici en France, tu peux aller bah, chez ton frère, tu ramènes 20 sacs, si tu veux, de 30 kilos. Et là-bas, à l'époque, je ne sais pas pourquoi il y a une telle restriction, alors que le Vietnam produit quand même du riz. Enfin, c'est la base de manger, quoi. À la rigueur, si tu ramènes, je ne sais pas, des crevettes séchées, parce que c'est un produit défendu et c'est un produit de luxe, les crevettes séchées, bien que mon père, il en fait des gambas séchées. Et sur son bateau, il en fait des tonnes et des tonnes. Mais cette production-là est destinée à la vente, à l'export. Donc, du coup, l'État a la main mise dessus. À chaque fois que à chaque fois que tu ramènes 2 ou 3 tonnes de gambas, tu les fais sécher, tu vends à l'État et pas ailleurs. Et quand tu vends à l'État, tu sais que tu perds à peu près 80%. Parce qu'ils achètent à prix pas d'or et puis ils revendent à prix d'or. C'est comme ça. Donc du coup, bah, là c'est comme ça, c'est des petites anecdotes. Et bon, bah voilà. Mais nous, on manquait de rien parce que papa, quand il revenait de pêche, 2 ou 3 mois, il passe à la maison, il nous ramenait à manger, il nous gâtait. Et puis tous les ans, on avait droit à un habit neuf, un seul habit neuf tous les ans. Sinon, le reste du temps, bah, on portait pas d'habit neuf. Hein. C'est pas comme maintenant où tu vas sur Shine ou au Temu où tu achètes, tu remplis ton panier pour 1000 euros. Non, tous les ans, c'est au nouvel an, quand les premières fleurs s'ouvrent et que le jardin embaume de figuiers, de poiriers, de pommiers, de cerisiers et de tout ce que tu veux, on sait avec joie qu'on aura nos habits neufs. Mais alors, les habits neufs, il faut faire très attention aussi parce que chacun a droit à 2 kilos, enfin 2 kilos, 2 mètres de tissu, pas plus. Alors ma mère, il fait, mais qu'est-ce que je dois faire avec 2 mètres? Ça suffit même pas pour un vêtement, enfin c'est un peu trop pour le haut et c'est un peu trop pour le bas. Donc tu peux faire ni robe, ni rien du tout, ni pas d'ensemble avec 2 mètres, ça sert à quoi? Bah non, vous avez droit qu'à 2 mètres de tissu par personne. C'est tout. Donc les marchands de tissus, c'est pas comme maintenant où je vous ai montré énormément de robes de soie et autres, des soieries brodées de toutes sortes. Et ben non, non, à l'époque c'était restreint. Même les producteurs de soie, bah, ils étaient dans la dèche totale, hein. Ils pouvaient pas vendre, hein. Ou alors ils vendaient aux hautes autorités du parti, du très grand parti, ou les camarades hautement placés du parti. Toutes les soirées et à prix dérisoire. Voilà. Tout est commun. Commun pour certaines personnes, mais pas commun pour nous. Donc, vous voyez, que ce soit régime du Nord ou régime du Sud, il y a quand même énormément d'abus. Énormément d'abus. Avec le Sud, il y avait moins de problèmes, on n'était pas limité à 2 mètres de tissu par personne. Excusez-moi, il m'a répondu. I have forwarded to you an email to have some understanding on the posting of collections. The item validated by Ruby. We will post it on Force to my bad shop with posting that of 34. Ah, hi. Thank you. Do I need to perform some manipulation after on 1 May. Oui, parce
parce que s'il faut encore performer les validations et les autres, je sais pas quoi, bah oh là là. Quand je reviens de maladie, je suis perdue. Et j'étais vraiment très perdue, mais vraiment paumée, mais paumée. Ah, je vous dis. Et là, ils sont encore plus paumés que moi. L'équipe, je sais que ce mois-ci, il y a énormément de problèmes techniques. C'est-à-dire que quand tu postes un truc, et ben ça passe pas dans le système. J'avais demandé de l'aide pour le posting d'un truc et ça passe pas dans le système. Donc j'ai demandé des explications et on m'a dit ça va se faire. Ouais. Will be posted on first May batch. Job with posting that as the last date of April. Ah, tous les mois, ils ont des trucs, hein. Hi. Thanks for the email. Please ask en cours. Non, je vais le faire de suite. Oui, c'est très étrange. Please do not close the period of postings for je travaille en direct avec vous, je suis désolée. For April, for March, for April, peut-être moi c'est oui, for April. April, so to allow the system to post our items of collection agency. Thanks. Et mais ah, c'est cool. Oh, c'est super. Eh ben écoutez, merci les gars. Voilà, merci. Oh là là. Ah. Bon, là j'ai compris l'histoire. Je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre. J'ai posté des trucs. Plein de gens ont travaillé sur des trucs et au final, il y a rien qui se passe. J'ai suivi le machin. Heureusement que j'ai vu ça. Sinon, on va être mal. Parce qu'il faut toujours surveiller. Donc, nous revenons à Monsieur Philippe qui, lui, a vu tout un truc bizarre et il a décidé vraiment, mais vraiment de partir de ce pays. Non pas parce qu'il manque de sous, non pas parce qu'il meurt de faim, non pas parce que ses enfants manquent de tout, mais c'est parce que sa grande fille, il sait que elle aime la lecture et il sait que elle peut pas lire, donc un de ces jours, elle va péter un câble, ça c'est sûr. Ses autres filles, c'est pareil. Et ben, en grandissant, elles vont vouloir se poser des questions. Comme lui, il se connaît et il les connaît. Donc, ça va pas se faire non plus. Ça va mal se passer. Pour toute sa famille d'ailleurs. Ça va très très mal se passer. C'est pour ça qu'il cherche un moyen. En attendant, il a été chargé de conduire, d'amener un groupe de travailleurs au centre du pays pour les travaux d'intérêt général. Ils n'ont rien fait, ces pauvres travailleurs. Hein. C'est juste des jeunes filles qui ont atteint l'âge de travailler, genre 14 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à au-delà. Les jeunes hommes, pareil.
À 18 ans, on les enrôle de force dans l'armée pour aller combattre les Cambodgiens, les pauvres. Ils ont rien fait, les Cambodgiens. Ils ont rien fait. Hein. Je vous jure qu'ils ont rien fait. À la même période, Pol Pot sévit dans tout le Cambodge. Il a fait pareil, la totalité, le massacre total, une descente aux enfers pour les Cambodgiens sous le règne des Pol Pot, où il y a eu plus que 20 millions de morts, je pense, si ce n'est pas loin. Ma copine, ma meilleure amie est cambodgienne, elle s'appelle Kim Sofani. Elle s'est échappée du Cambodge avec sa famille par la terre, ils ont marché. Ses sœurs, je pense qu'ils ont subi pas mal de torts. Elle, c'était un enfant, donc elle les a suivis. Elle a suivi sa mère, ses sœurs, ses frères, son père, tout, organisé par son grand-père pour partir, pour fuir le Cambodge. Donc Vietnam-Cambodge, elle a le même âge que moi. Elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Donc j'espère qu'elle va ouvrir une chaîne YouTube un jour, qu'elle va en parler aussi. Ou j'en parlerai pour elle, je vais parler pour elle, mais je connais pas son histoire. Je sais tout simplement qu'elle a été ma meilleure amie du collège parce qu'on a atterri dans le même quartier, chez des pauvres, là, des pouilleux. On habitait au 25e étage pour moi, au 20e, elle au 17e étage, dans les immeubles très hauts qui stockaient tous les étrangers à Mulhouse, dans la ZUP, la zone prioritaire. On avait les mêmes profs qui habitaient dans les mêmes zones que nous. Tiens, bizarrement, ils habitaient dans la même zone. À l'époque, c'était des gens, ils s'entendaient bien, tous les étrangers. Tous nos profs, c'était des Alsaciens, des profs de français qui aimaient énormément leur métier, qui en faisaient une passion, qui communiquaient leur passion à tous leurs élèves. Donc, la passion de la lecture, par exemple. Ma copine Sofani, cambodgienne, ayant fui la guerre sous le règne de Pol Pot, les Khmers rouges ont fait plus de dégâts que les Vietcong. Incroyable, destin incroyable. Cette femme aujourd'hui, Sofani, si tu m'entends, cette femme aujourd'hui est professeure dans une prestigieuse école en Suède où elle enseigne le français aux petits Suédois. Voilà, elle a épousé un Suédois, elle a des enfants, un blond. Et elle est établie en Suède aujourd'hui. On s'appelle de temps en temps, on se parle pas, mais quand on se réunit, c'est comme si on n'a jamais été séparés ou quittés. C'est comme une sœur pour nous. Voilà, coucou Sofani. Donc je reviens à Monsieur Nguyen qui lui prépare la fuite depuis des lustres, il prépare. Et là, en ce moment-là, en cette année de 1980 quelque chose, entre 80 et 84, je ne m'en souviens plus, il est chargé de conduire une troupe de travailleurs qui n'ont rien fait à l'État, mais ils doivent travailler, voilà, ils doivent contribuer. Moi, j'avais 10 ans, je devais avoir 10 ans. Donc, pas encore en âge de travailler. Il conduit les jeunes filles et les jeunes hommes en dessous de 18 ans à un endroit sur une grève pour travailler, creuser la terre, creuser le sol, enterrer, déterrer, je ne sais pas trop quoi, construire je ne sais pas trop quoi, un projet monstrueux immense que seule l'autorité locale connaît. Donc il est chargé de les ramener là, de les laisser là, de chercher à manger, de les ravitailler. Il partait comme ça en mission pour l'État pendant 15 jours, sans salaire, hein, sans salaire. C'est une mission d'intérêt général. Et 15 jours dans l'année ou tous les 3 ou 6 mois, il doit consacrer 15 jours. Il ne doit pas porter grand-chose vu qu'il est chargé seulement de ravitailler et de transporter les gens, les travailleurs. Et quand il a vu le travail que les jeunes doivent faire, c'est-à-dire creuser, porter de la boue dans les gros sacs qui sont plus lourds que leur poids à ces jeunes filles, à ces jeunes hommes, et que sous un ciel, un cagnard, quoi, le cagnard. Et qu'en soirée, il y a des gens qui se relèvent plus, parce que épuisés, parce qu'ils n'arrivaient même plus à boire. Et ben il se dit, non, je vais pas laisser mes enfants, la grande, elle va bientôt avoir l'âge de travailler. Donc elle va devoir consacrer, je sais pas, 2 à 3 mois dans l'année à bosser comme ça. Le reste du temps, elle doit trimer aussi, elle doit travailler.
bah, je l'envoie déjà à l'école. Elle apprend les bases que moi, j'ai pas pu aller à l'école, donc elle va apprendre les bases, les calculs, les mathématiques, que moi, j'ai pas pu apprendre correctement. Elle va apprendre les mathématiques. Donc, j'ai pu aller à l'école et j'ai pu cacher mon savoir lire. J'ai dû réapprendre à lire à leur manière. Calculer, ça, je savais pas le faire, mais j'ai appris chez eux, auprès de la classe primaire. Et il a dit non, je ne laisserai pas mes enfants faire des travaux d'intérêt général. Normalement, c'est réservé aux prisonniers. Donc, il prépare sa fuite. Et on voit au loin, quand il accoste comme ça, quand il a fini, et puis que le crépuscule approche, et que, ses camarades, pareil, comme lui, doivent se charger de transport des gens qui font des travailleurs. Au loin, ils voient accoster des bateaux avec beaucoup de marchandises, hein, des pêcheurs comme lui, hein, qui revenaient au port, qui avaient énormément de marchandises, d'épices, de poissons séchés, de toutes sortes des trésors de la mer, et qui voient encore un peu plus loin les gros navires qui s'approchent des navires chinois, des navires russes qui accostaient et qui chargeaient tout ça sur leur bateau. Il se dit, oh, les seuls gens qui commercent avec les étrangers, bah c'est que l'État. Ces bateaux-là, c'est des bateaux, en fait, c'est des navires de marchands ou c'est quoi? En fait, c'est pas des navires de marchands, il reconnaît de suite des navires de marchands. Bah là, c'est clairement des bateaux de l'armée, quoi, carrément, de l'armée des Russes et des Chinois. Et, c'est pas une nuit ou 2 nuits, c'est carrément 2 ou 3 mois. C'est-à-dire que les navires étrangers viennent et ils prennent les richesses que les pêcheurs doivent leur donner comme tribut, comme contribution. Et là, il se souvient, il a dit oui. Là, il fait le lien tout de suite. Il a dit, ok, si les Viet Cong, si l'armée Viet Cong, Viet Minh et l'armée du Nord gagnent la guerre grâce aux armes fournies par le grand frère d'armes qui est au Nord, qui est les Chinois, j'ai rien contre les Chinois, hein. C'est juste un constat qu'il a fait, c'est juste un lien que le père a fait, hein. Amis chinois, ne m'en veuillez pas pour ça, c'est juste relater l'histoire telle qu'elle est. L'histoire vécue par mon père, par moi. J'ai beaucoup d'amis chinois, mon père a beaucoup d'amis chinois. Vous n'êtes pas en ennemi, c'est juste les gouvernements qui sont pourris jusqu'au sang. Donc je fais un constat, d'accord? Donc si le Vietnam, le Viet Cong, l'armée du Nord pactise avec les Russes pour avoir des armes pour combattre le Vietnam du Sud, donc les Américains, c'est normal de payer un tribut. Et ce tribut-là, on appelle le tribut de guerre, c'est-à-dire ramasser tout l'argent, tous les trésors, tout l'or, et tout ce que les matières premières, les mines d'or, charbon et autres, parce que c'était les jeunes filles qui étaient venues charger, c'était des mineurs aussi, hein, ils travaillaient sur les charbons et tout, et ils produisaient du charbon, hein. Voilà, il en a connu le père, hein, il a vu tout ça. Il était marin, donc il était chargé quand même de pas mal de choses. Donc charbon. Vous venez prendre les richesses du Vietnam en tribut de guerre. Comme tribut de guerre. Voilà les amis. Et donc il se dit non, le Vietnam ne sera pas dépouillé il faut pas qu'il voit. Il faut pas qu'il voit que le Vietnam soit dépouillé. Il faut pas que mes enfants voient ça. Il faut pas que mes enfants voient que le Vietnam est dépouillé parce que à force quand on travaille, on paye. C'est comme une société de leverage buyout.
LBO. Connaissez les LBO pour les financiers, là, les financiers les plus expérimentés. Je parle aux financiers maintenant. J'ai travaillé dans une entreprise où une entreprise américaine a racheté un groupe énorme américain a racheté un groupe français par leverage buyout. C'est-à-dire que tout ce que produit l'entreprise, tous les bénéfices dégagés par l'entreprise sert à payer les dettes. C'est tout, il n'y aura rien pour les employés, sauf le salaire. Et ben c'est le même système, leverage buyout, voilà. J'ai eu la chance de travailler pour cette entreprise-là. Ça a duré 6 mois. Chez moi, l'aventure a commencé 6 mois et terminé au bout de 6 mois parce que je connaissais le système. Je voulais tester le système, je voulais rentrer dans le système, je voulais savoir de quoi ça parle. Et ben j'ai été servie. J'ai été ressortie de là. Je me suis dit, ah, ok, j'ai compris. Oui, donc oui, leverage buyout by le Vietnam en tribu de guerre, mesdames et messieurs. Donc, le père, quand il a vu ça, il a dit, ah oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ils se vantent tellement d'avoir vaincu les États-Unis par la seule force de leur arme. En fait, non, c'était pas par la seule force de leur arme. C'était l'arme des étrangers. Donc, eux qui accusaient le Vietnam du Sud d'avoir léché les bottes des Américains. Et ben, eux, pareil, léché les bottes, les deux, des Chinois et des Russes. C'est pire. Alors, les Vietnamiens, vous qui m'écoutez, que ce soit du sud ou du nord, vous avez choisi et la peste et le choléra. C'est pour ça que nous, on est dispatchés partout dans le monde. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors, Vietnamiens du sud, ceux qui étaient dans l'ancien régime, qui croyaient que c'était vous les meilleurs parce que vous avez perdu la guerre, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Maintenant, vous avez l'explication. Vous avez embrassé l'ennemi du Sud, pactisé avec le diable outre-Atlantique et américain. Le Nord a pactisé avec deux diables. Celui du Nord dont on ne prononce pas le nom et celui de l'autre côté de la... loin derrière la Sibérie, après la Sibérie et là-bas, voilà. Donc le Vietnam vidé de son sang, vidé de toute sa force de travail. Les enfants, les jeunes, on les envoie au front combattre les Cambodgiens qui vous ont rien fait. Les pauvres Cambodgiens. Combattre les Pol Pot, les Khmer rouges, alors que non. Une fois, ils ont envahi le Vietnam sous prétexte de détruire les Khmer rouges. Mais en fait, ils ont fait pire que pire. Donc oui. Voilà, donc sur ce, voyez dans quelles conditions le père travaillait, dans quelles conditions les jeunes étaient à traiter. Soit on les envoyait sur le front, donc ils ne reviennent plus, même après la guerre, hein, même après la guerre contre l'Amérique, hein, maintenant on les envoie sur les fronts contre je ne sais pas qui, contre un pays voisin, un tout petit pays qui ne demande rien. C'est pour ça que les Cambodgiens nous détestent, parce qu'ils disent que les Vietnamiens ont envahi le Vietnam. Mais non, nous on n'a rien fait. Nous on a fui. Nous on a fui, c'est les autorités qui vous ont massacrés. Ils vous ont massacré après le passage du Pol Pot, après le passage des Khmer rouges. Ils sont venus, ils vous ont massacré. Nous on n'a rien fait. Je vous assure, moi j'ai pas vu la couleur de vos yeux jusqu'à ce que je vous ai croisé dans un foyer pour réfugiés politiques en France, c'est tout. Avant ça, je vous ai jamais connu. Donc, enfant du Cambodge. Ah, je vous jure, les amis, c'est oui. Voilà, donc sortir du pays, pour sortir d'une région à une autre, il faut tamponner un passage de sortie, comme les feuilles de Covid que vous avez pu remplir. Sinon, gare à vous, c'est prison directe. Et un jour, papa n'est pas revenu à la maison comme prévu. Il nous a annoncé par lettre comme quoi il revenait à la maison après 3 mois d'absence. On l'attendait avec force et courage. On dit, ouais, papa revient, il va nous donner à manger, il va nous ramener des pinces incrustées d'ivoire pour maman, des jolis bracelets pour toutes les sœurs,
des bonbons, beaucoup de manger d'autres régions que lui seul connaît, des fruits et tout ça. Et on l'attend jusqu'au soir, le repas était froid. On n'osait pas manger, on l'attendait. Et le lendemain matin, bah, alors là, maman a fait une sale gueule. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a été affamés toute la nuit. Le matin, on voulait manger. Elle fait, non, je vous donne des sous, allez chercher à bouffer ailleurs. Laissez-moi en paix. Je dis, mais pourquoi? Il y a quoi? Il y a eu quoi? Papa, il est pas là? Il est pas là? Elle fait, mais ton père, il est en tôle. Je dis, quoi? Quoi? What? What the fuck? Oui, oui, ton père a été emprisonné. Je dis, quoi? Pourquoi? Et dans ma tête, je me suis dit, ça y est, on a découvert qu'il a... Oh, sorry, sorry. Eh ben, écoutez, pourquoi il a été en tôle? Pourquoi il a été emprisonné? Prochain épisode. Bisous.